Les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, ont été les premiers à préconiser le libre-échange et la mondialisation censés permettre à la planète entière de s'enrichir. Toutefois, la mondialisation et le libre-échange sont également accusés d'augmenter les inégalités, de creuser les fossés sociaux et de plonger de plus en plus de gens dans la pauvreté. Certaines personnes se sentent flouées par ceux qui négocient les accords de libre-échange. C'est le cas par exemple des environnementalistes, des travailleurs, des artistes, des créateurs. Ils luttent aux côtés de tous ceux qui souhaitent offrir une forme de résistance au mouvement de mondialisation tel que nous le connaissons actuellement. L'accord multilatéral sur les investissements, c'était un accord qui menaçait plusieurs politiques. Les syndicats affirmaient que ça menaçait les politiques liées au travail et aussi à l'éducation, à la santé. Puis tout d'un coup, j'ai compris que ça avait une application aussi dans le milieu culturel. Et là, tout le monde a commencé un peu à s'agiter, mais ça a pris plusieurs années, jusqu'en 97, 18, avant que tout le monde se rende compte qu'à l'Organisation mondiale du commerce, que dans l'éventuelle zone de libre-échange des Amériques, que dans des accords bilatéraux, il y avait toujours cette pression des Américains pour que le secteur de la culture soit donc libéralisé, c'est-à-dire que ne soit plus réglementé. Les Américains sont souvent à l'avant-scène pour défendre le libre-échange. C'est pourquoi le combat contre la mondialisation ou en faveur d'une mondialisation différente apparaît souvent comme une lutte contre les États-Unis. Puis moi, j'aime bien la culture américaine. Hein? C'est pas contre la culture des États-Unis, on s'entend. C'est contre l'hégémonie. Et on s'est dit, il faut qu'on agisse. Et rapidement, on a créé la première coalition de la diversité culturelle. L'idée même de diversité culturelle est apparue à la fin des années 90, mais n'était alors que matière brute. En 1998, des associations québécoises du milieu ont créé la première coalition pour soutenir la diversité culturelle. Tout comme l'œuvre inachevée du sculpteur, le concept commence tout juste à prendre forme. La diversité culturelle, ça veut tout dire, puis ça veut rien dire. Puis tout le monde utilise ça comme pour dire n'importe quoi. Puis effectivement, on peut mettre plein de trucs. La diversité culturelle, ça peut être, je ne sais pas, pour certains Français, c'est la variété des fromages, tu sais. Puis la diversité culturelle, c'est un terme très large. Nous, volontairement, ce qu'on a voulu faire, les associations professionnelles, c'est dire la diversité culturelle, c'est d'abord un ensemble de politiques culturelles. Ça a été ça notre problème. Et ce qu'il faut préserver, c'est la capacité des États ou des nations, soit de maintenir, soit de créer, soit d'améliorer l'ensemble de ces politiques culturelles. Puis on a volontairement voulu limiter notre champ d'action à nous, à cet aspect-là. Étant un concept nouveau, la diversité culturelle peut se voir sous plusieurs angles différents. Mais sait-on vraiment ce que c'est que la culture? Je définis la culture comme un ensemble de biens et de services qui maintiennent un certain nombre de valeurs identitaires, de valeurs démocratiques, de valeurs humanistes, qui maintiennent et qui contribuent au développement de ces valeurs-là à l'intérieur d'une société. Ainsi définie, la diversité culturelle associe étroitement art et culture. Son objectif est concret et calculable. Il s'agit de permettre l'échange équilibré des biens et des services culturels à travers le monde. Toutefois, la diversité culturelle demeure liée à une définition plus large de la culture. Au bout du compte, l'objectif demeure la protection de la pluralité des modes de vie, des religions et des langues. L'objectif premier derrière tout ça, c'est un objectif démocratique. C'est-à-dire que le langage culturel est un langage de communication sociale, au même titre que le langage ordinaire. Et de ce point de vue, il est aussi important pour permettre aux citoyens de se faire une idée sur ce qu'ils veulent comme société. À l'UNESCO, des experts préparent une convention internationale sur la diversité culturelle. Ce texte juridique pourra servir d'outil à tous les pays qui souhaiteront protéger leur culture lors de la négociation d'accords de libre-échange. De nombreux pays se sont prononcés en faveur de cette convention. Parmi ceux-ci, le Canada et le Québec ont été particulièrement actifs dans la défense de la diversité culturelle. Je suis allée voir la communauté française de Belgique, on est allé au Mexique, on est allé partout à travers le monde pour essayer de tisser des alliances, pas seulement avec des francophones, mais avec des lusophones, avec des hispanophones. Et je suis allée au Maghreb, je suis allée en Tunisie, au Maroc, au Liban. Bon,
Et donc, on avait cette vision des grandes aires linguistiques qui devaient s'allier pour proposer ce traité-là. Nous, on se dit on est 7 millions de Québécois, dont 6 millions de francophones. Ça veut dire qu'on est moins de 2 de francophones en Amérique du Nord. Alors, on sent bien la précarité de notre situation linguistique et culturelle. Le Québec et le Canada demeurent des régions du monde favorisées. Malgré les pressions culturelles exercées par les Américains à l'échelle de la planète, le Canada possède les moyens financiers pour protéger et revitaliser son secteur culturel. Ce n'est pas le cas de tous les pays. On a quand même réussi au Québec à faire en sorte qu'il y a cette année, je pense que c'est 12 je ne me souviens pas, des parts de marché pour le cinéma québécois. C'est pas venu tout seul, ça. Mais ce qu'on voit pas encore, c'est des vrais échanges sud-nord, nord-sud, des échanges équilibrés que l'on souhaite, que l'on voudrait. Ça, là, on n'y est pas encore, puis on en est très, très, très loin. Je pense que c'est particulièrement important pour les pays en développement parce qu'ils font l'objet de beaucoup de pression pour ouvrir leur marché à l'ensemble des produits et services des pays développés. Et ils courent le risque, dans ces conditions, de voir leur propre capacité de s'exprimer noyée sous la masse de la production culturelle étrangère. Le pan le plus intéressant peut-être d'une convention de la diversité culturelle, et le plus difficile d'ailleurs, celui sur lequel peut-être que Yvan Bernier vous en a parlé, sur lequel il y a beaucoup de travail à faire, c'est comment on va réussir à participer au développement d'une diversité culturelle dans tous les pays, alors que les ressources sont des pays terriblement pauvres. Est-ce que c'est raisonnable de demander aux pays en voie de développement d'investir dans leur secteur culturel alors que tant d'autres besoins restent à combler? Ah, ça, c'est une erreur commune de penser qu'on puisse séparer la culture de l'économique. Cette expression culturelle permet de fixer des objectifs communs en matière de développement, concernant le type de société dans laquelle on veut vivre. Mais les moyens, je veux dire, parce que dans le fond, on veut que les échanges se fassent de façon plus équilibrée. Alors, entre le Nord et le Nord, Nord-Nord, mais aussi Nord-Sud et Sud-Nord. Je pense que le défi premier, le problème premier, c'est de leur donner les moyens d'agir. Et là-dessus, je dois insister sur le fait que la Convention comporte des dispositions qui véritablement cherchent à aider les pays en développement de ce point de vue. Pour l'instant, une masse de produits étrangers écrase le secteur culturel de plusieurs pays en développement. En Amérique latine, les films hollywoodiens représentent 95% du marché intérieur. Sur le continent africain, c'est plus de 98% des films qui sont importés. Les pays en voie de développement devront donc affronter des défis énormes avant de pouvoir participer à la préservation d'une diversité culturelle planétaire. Il ne faut pas s'illusionner, puis en même temps, oui, on est assez optimiste. Il ne faut pas s'illusionner parce que les intérêts de ce qu'on appelle la culture, aux États-Unis, c'est leur premier marché d'exportation. C'est, je crois, 80 milliards par année. Alors, c'est pas quelque chose qui vont... Les Américains ne laissent pas aller ça. En même temps, on l'a vu au moment où, à l'UNESCO, il y a eu un consensus pour que le projet soit développé là. Ça s'est passé l'automne dernier. Moi, j'ai vu à peu près 60 ministres de l'Éducation, aux ministres de la Culture, aux premiers ministres, aux représentants d'autant de pays venir faire des déclarations. Et ils étaient tous profondément convaincus qu'il fallait développer un projet de la diversité culturelle parce qu'ils étaient tous profondément convaincus, dans le fond, que leur culture, c'était essentiel. Les besoins des populations pauvres en matière de logement, de nourriture et d'emploi sont considérables. Malgré l'apparent consensus, les droits culturels ont été jusqu'ici parmi les droits humains les plus négligés. Sans la culture comme matériau d'adhésion, qu'est-ce qui reste d'un groupe? Qu'est-ce qui reste d'une collectivité, sinon sa culture? Au-delà de ce qu'on achète, des autos qui sont partout pareils, de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas comme bien matériel, c'est de l'immatériel. Puis l'immatériel, ben, ça utilise comme véhicule quoi? La langue, la culture, la mémoire, la chanson, les rythmes.
forcément, un jour ou l'autre, on sera en compétition pour le même bout de matière. Alors que l'immatériel, c'est vraiment infini. Tu peux partager ça, et plus tu le partages, plus ça s'enrichit. Pour ces défenseurs, la diversité culturelle est fondamentalement liée à des questions de droit, d'éthique et de liberté. Elle s'insère dans un courant émergent qui considère à la fois les besoins des générations présentes et futures. Elle accorde un espace important à la créativité qui nous permet d'imaginer de nouvelles formes de vérité, de beauté et de justice.